Souleymane Niang. L'Assemblée nationale devrait se réunir cette semaine en procédure d'urgence pour examiner le projet de loi adopté mercredi dernier en Conseil des ministres qui va modifier la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège au Sénégal. Selon des informations obtenues par la RFM, cette modification permettra au président de la République de se passer de l'Assemblée nationale pour décréter l'état d'urgence et l'état de siège dans certaines circonstances. Explication Binta Diallo. Dès que la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 passe d'ici la semaine prochaine en procédure d'urgence, les députés vont donner encore une fois au chef de l'État une autre prérogative, la possibilité de pouvoir décréter l'état d'urgence ou de siège en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence sanitaire. La loi 69 modifiée en somme va alléger les dispositifs réglementaires qui existaient jusque-là. Le président de la République ne va plus passer par l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation d'un état d'urgence ou de siège. Si la modification de cette loi passe, le président de la République aura également la latitude, en cas de nécessité, d'instaurer un couvre-feu sur une durée, cette fois-ci, 2 mois, renouvelable une fois, sur une partie ou sur l'ensemble du territoire national. Un troisième régime sera introduit en effet dans la loi de 1969 avec 2 nouveaux articles. L'article 24 qui dit qu'en cas de survenance de catastrophe naturelle ou sanitaire, l'autorité administrative sans passer par l'Assemblée nationale peut proclamer l'état d'urgence ou de siège, et ce, pour assurer la protection des citoyens et le bon fonctionnement du service public. Et l'article 25 dit que ces pouvoirs énoncés dans l'article 24 seront exercés uniquement par le président de la République. Le chef de l'État, par contre, peut aussi déléguer ce pouvoir au ministre de l'Intérieur ou tout autre ministre concerné par la situation, ou alors au gouverneur. Il s'agit là d'un véritable recul démocratique selon nos interlocuteurs. Vous entendrez le dossier consacré aux réactions des organisations de défense des droits humains et de spécialistes du droit. Dans cette édition, ce sera avec Anna Rocha. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Parlons maintenant de la situation du Covid-19 au Sénégal. Le chiffre du jour, ce sont les 6 décès enregistrés hier, en plus des nouveaux cas qui se sont déclarés. Avant de revenir sur le bilan, arrêtons-nous sur cette létalité exceptionnelle notée depuis quelques semaines et qui se traduit dans l'analyse des chiffres. Nafissatou Silla. 371 décès à ce jour depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Sénégal pour 17 879 cas déclarés. Et le Sénégal observe ainsi un taux de létalité de 2,07%. Au 30 novembre 2020, le taux de létalité était à 2,06% pour 16 089 cas déclarés positifs contre 333 décès de Covid-19 enregistrés. Depuis le 1er décembre, un rebond est constaté pour ce qui concerne le taux de létalité, sans compter le nombre de cas positifs qui augmente de jour en jour. Ce rebond noté ces dernières semaines fait état de 38 décès supplémentaires, soit un taux de létalité de 2,11% entre le 30 novembre à aujourd'hui 21 décembre. Depuis le début de la pandémie, c'est la deuxième fois que le Sénégal enregistre 6 décès en un seul jour. Le premier cas de figure a été noté le 16 juin dernier, où le Sénégal ne comptabilisait que 5242 cas positifs et seulement 70 personnes décédées. Voilà pour donc cette létalité exceptionnelle notée ces dernières semaines sur l'évolution de la maladie au Sénégal. Le reste de l'actualité en Casamance, l'armée a retrouvé ce matin des restes de corps humains au cours d'une opération de sécurisation dans le village d'Albondi dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Tout porte à croire qu'il s'agit des corps de jeunes portés disparus depuis quelques semaines. La gendarmerie procède aux autopsies pour l'identification. Une information de notre correspondant à Ziguinchor, Laminba. Le verdict est tombé ce matin dans l'affaire du groupe scolaire Dior. Le tribunal des référés a jugé recevable l'action des parents d'élèves contre la direction de l'établissement. Cependant, il s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire.
Les parents d'élèves comptent poursuivre le combat judiciaire. Ils vont saisir la cour d'appel. Écoutons Diana Bangom, la chargée de communication du collectif des parents d'élèves du groupe scolaire Dior. Le juge a déclaré le dossier recevable et par contre, il s'est déclaré incompétent pour juger le dossier. Bon, vraiment, il n'est pas rentré dans les détails. Je ne sais pas, peut-être que c'est un dossier qui brûle aussi. Comme on sait depuis le début, si le doyen des juges, lui à son niveau, avait balancé le dossier à un autre juge, ce même juge des référés dit être incompétent. Mais il y a les cours d'appel, donc on va aller à la cour d'appel, il n'y a pas de souci. Nous allons continuer, dans les normes, on doit se concerter avec les autres. Et certainement, au sorti de cette réunion, nous allons vraiment définir ce que nous allons faire. Le combat suit son cours. Cela fait plus d'un mois que les cours ont démarré et que vos enfants ne sont pas toujours à l'école. Comment vivez-vous cette situation? Mais non, il y en a qui ont pris les enfants. Moi qui vous parle, ma fille n'est plus là-bas, mais c'est un combat de principe que nous allons continuer. Donc il y a pas mal de parents qui entre-temps ont changé d'école pour les enfants, tout en laissant les dossiers scolaires au niveau de Dior. Il y en a d'autres aussi qui vont certainement faire comme nous, ou bien ils vont aller s'inscrire du moins. Et voilà, continuer le combat, puisque c'est un dossier pendant à la justice, il faudrait qu'on le suive quand même. Éducation toujours, les sections QSEMS des académies de Pikine, Guédiawaye et Rufisque en mouvement d'humeur. Ces enseignants ont décrété un débrayage aujourd'hui avant une grève totale demain. Ils réclament toujours le paiement intégral des indemnités du baccalauréat et du BFM. Et puis à Toubacouta, une ONG lutte contre l'abandon scolaire précoce des filles dans cet arrondissement de la région de Fatick. Il s'agit de l'ONG Women's Global Education Project basée à Sokone. Pauvreté, mariage précoce sont entre autres les causes de la déperdition scolaire. L'ONG encadre et forme les collégiennes et lycéennes sur le leadership féminin et leurs droits. Aminata Goudjabi. Le temps d'un week-end, plus d'une trentaine de filles du lycée de Sokone ont été réunies autour d'un camp de leadership. Elles ont été formées et surtout sensibilisées sur beaucoup de domaines. Et c'est dans le cadre d'un programme dénommé Nos Sœurs Leaders, piloté par l'ONG Women's Global Education Project. Casimir Koli est le coordonnateur. Donc aujourd'hui, on les renforce en gestion des projets, on les renforce en santé de la reproduction, on les renforce sur les enjeux liés aux droits des filles et des femmes, les violences basées sur le genre, afin qu'en retour qu'elles puissent démultiplier sur le terrain des problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur communauté. À cette étape de leur vie, beaucoup de jeunes filles, même scolarisées, ignorent leurs droits et cela peut entraver le déroulement normal de leur cursus scolaire. La particularité, c'est le fait que les filles ne comprennent pas les enjeux qui sont là. Par exemple, aujourd'hui, on les forme sur les enjeux prioritaires liés aux droits des filles et des femmes. Aujourd'hui, elles sont confrontées au mariage précoce, elles sont confrontées aux grossesses précoces, elles sont confrontées à des viols. Donc, elles connaissent pas le droit. Il y a une carence. C'est cette carence-là qu'on veut combler. Et dans cette zone du Nyombato, dans la région de Fatick, les lycéennes sont souvent confrontées à beaucoup de difficultés. Fatou Sossé est élève de terminale au lycée de Sokone. Dans les villages environnants, les parents sont habitués à donner leur fille en mariage dès l'âge de 14 ans et cela peut avoir des impacts très néfastes sur leurs études. Et c'est le projet Voix et Leadership des femmes du Sénégal qui accompagne le Women's Global Education Project dans cet encadrement des filles. Women's Global Education Project intervient dans presque tout l'arrondissement de Toubacouta et plus de 300 filles sont enrôlées ces 2 dernières années. Elles sont encadrées et une partie de leur scolarité prise en charge. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Incendie sur un puits de gaz de la société Forteza à Ngadiaga. Le sinistre serait maîtrisé, mais il faudra faire appel à une expertise étrangère pour tuer le puits. Et puis, pour l'avenir, il faudra un plan de contingence. Tout cela dans un dossier ficelé par Mohamed Ali Mouba. Le feu a diminué d'intensité sur le site et la situation semble maîtrisée, mais la torche brûle toujours, poussée forte de gaz. Même s'il n'y a pas de risque de propagation du feu, il y a un problème. Il faut tuer le feu dans le puits. Mais qui va le faire? Des experts sénégalais ou alors de l'expertise étrangère? Amadou Bachir Dramé, directeur de la communication à Petrosen. Il y a des gens qui sont mis à l'introduction, même comme à l'externe,
il faut appeler des gens, des spécialistes qui existent un peu ailleurs. Vous avez Ali Boton qui sont très spécialisés là-dessus. Vous avez les spécialistes en interne, vous avez les gens de l'ASA, etc. Donc c'est une concertation, une intelligence d'ensemble. En tout cas, il faut un plan de contingence dans ce type de problème. Selon Amadou Kanariup, expert en prévention, incendie, panique et explosion. Le plan peut être qu'on peut mettre en œuvre, plan d'intervention d'urgence, un plan de mitigation ou un plan d'opération interne. Ce qui est important, le nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est le plan, c'est le chef d'entreprise qui le met en œuvre bien avant. Qu'est-ce qu'il va mettre dans le plan? Après avoir étudié ces risques, quels sont les risques les plus probables, faire de la modélisation pour voir quelles seront les conséquences de ces risques et maintenant dire qu'est-ce qu'il faut, qui va combattre ces risques, avec quoi et comment. Pour ce faire, après la planification, il faut qu'il forme ces éléments, il faut qu'il s'équipe et qu'il s'entraîne. Il faut voir qu'on vient d'être un pays pétrolier et gazier. On n'avait pas cette expérience. Donc, on n'avait pas aussi mobilisé assez de moyens pour ça. Mais question, n'y a-t-il pas de risque de propagation du feu malgré les assurances? On parle de canalisation qui mène à Sénélec. Bachir Dramé rassure. Au début, le gaz qui était produit était vendu à la Sénélec dans les premiers temps de production. Après, la Sénélec ayant changé ses tribunes, aujourd'hui, ce gaz est vendu à la Sococim. Donc les pipes mènent à la Sococim. Mais ce ne sont pas sur les mêmes sites de prédilection. Là où on a eu le feu, là, c'est loin du site de production de Gadiaga. Donc celui-là, il n'était pas connecté. Il ne menait nulle part. Selon Bachir Dramé, il n'y a pas d'autres champs. Il y a un ensemble de puits forêts. Certains sont productifs et d'autres ne le sont pas. Le drame s'est produit sur un puits qui était en train d'être testé. Forteza produit du gaz au Sénégal depuis le début des années 2000. 12h14, les boulangers, membres du regroupement des boulangers du Sénégal, comptent remettre cela après leur grève de la semaine dernière. Ils annoncent une nouvelle grève au premier trimestre de 2021. Ces boulangers dénoncent le mutisme de l'État par rapport à leur revendication qui est l'augmentation du prix du pain. Djibril Faye, le vice-président du RBS, était l'invité d'RFM Matin. On est en train de dérouler notre plan qu'on ne peut pas vraiment vous dévoiler parce que pour éviter d'être contrecarré. Ce qui est sûr, nous continuons à massifier, à enrôler tous les boulangers et pour que tout le monde s'allie à notre cause. Bon, la prochaine étape, le bureau va se réunir dans une semaine pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais une deuxième grève n'est pas exclue et cette fois-ci, on compte toucher le maximum de boulangers. Ce sera peut-être au premier trimestre de 2021. On ne sait pas exactement parce que c'est au boulanger de décider. Quand on aura le consensus et l'unanimité, on va taper. Il y a des inquiétudes, il faut l'avouer, parce que l'État a préféré le bras de fer ou bien ne pas négocier. C'est pas bien, on fustige cela. On va vers des confrontations. Si l'État accepte la confrontation, c'est parce que vous, les grévistes, vous n'êtes pas représentatifs. Effectivement, c'est ce que l'État pense. Mais il fallait faire un tour en banlieue. Il n'y a pas eu de paix en banlieue. Ce qui veut dire que même les récalcitrants au niveau de Dakar, Yoff, Ouakam et tout ça, ils sont en train de s'allier à notre cause. Donc l'État peut ne pas négocier, mais on va vraiment vers une situation qui sera très pénible pour l'ensemble des consommateurs. Restons dans le domaine du commerce pour parler de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le Sénégal en phase pour la mise en œuvre à partir du 1er janvier 2021. Pour autant, le ministre du Commerce invite le secteur privé à porter le combat pour mieux protéger l'économie et atteindre la barre des 46% d'exportation vers l'Afrique en 2024. Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce, est au micro de Pape Balagueye. Le Sénégal a validé en février 2020 une stratégie de mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf, SN-ZLECAf. La SN-ZLECAf vise à soutenir l'administration et le secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Ainsi, elle a pour ambition de contribuer à l'augmentation des exportations sénégalaises vers l'Afrique de 40 000 à au moins 46 000 en 2024. Considéré comme fer de lance de la phase opérationnelle de la ZLECAf, le secteur privé doit être apte à comprendre les enjeux, s'approprier des outils de mise en œuvre, s'engager à relever les défis qui s'interposent à l'effectivité des échanges. Nous sommes conscients du fait que l'adhésion du Sénégal à la zone de libre-échange continentale africaine
comporte aussi bien des opportunités que des défis et menaces. C'est dans ce cadre que des études d'impact ont permis d'identifier les potentialités commerciales du Sénégal sur le plan continental ainsi que les facteurs à risque. C'est sur cette base que des flexibilités ont été négociées pour préserver certains produits susceptibles d'être menacés par la libéralisation. C'est la raison pour laquelle le ministère du Commerce avait invité toutes les entreprises concernées à contribuer à l'identification des produits sensibles et des produits à exclure. Et puis, je vous le disais dans les titres, nous lançons aujourd'hui une série de reportages sur la fête de Noël. Noël sous Covid-19, il ne manque pas de débat dans certaines familles catholiques entre l'envie de profiter des fêtes de Noël comme les autres années et celle de prendre moins de risques possibles face au coronavirus. Les fratries discutent et se divisent pour cette année, Noël sera fêté, mais dans le respect strict des mesures barrières avec le nombre de contaminations qui grimpe de jour en jour. Notre reporter Oumou Kalsoumli a fait le tour de certains quartiers de Dakar. Monseigneur, cardinal, Nénadal, mesures barrières. Chez la famille Mané, on prépare les fêtes de Noël. Elisabeth, la soixantaine, teint clair, tient entre ses deux mains un grand sachet rempli de condiments. Elle pense pouvoir fêter Noël, mais dans la plus grande simplicité. À Pâques, on n'a pas fait de galah, on n'a rien fait, mais on a préparé ce qu'on devait préparer pour la famille. En famille, toujours c'est en famille, toujours. Grandiose, non. Va acheter ce que tu dois acheter, tu donnes à la famille ce qu'ils vont manger, et c'est tout. Une autre famille, la famille Ndiaye, Awa Ndiaye profite de l'air pur de la cour de sa maisonnée. Elle aussi est catégorique, comme sa voisine Elisabeth. Quand on dit sénégalais, c'est la notion familiale. Tout le monde rentre et sort. Il faut aussi que les mesures barrières soient prises. Vraiment, nous sommes tous les jours. On est dans un pays laïque. Il faut qu'on fête ça en famille. Quand on fête ça en famille, il faut aussi que même au niveau de la famille, pendant les fêtes, que les mesures barrières soient faites par la famille. Eric, lui, habite le quartier Carac. Il a déjà dégagé un budget pour faire la fête. Hors de question de sursoir aux fêtes de Noël. Mais au moins qu'on laisse les gens, ceux qui veulent organiser, organisent. Parce que le Magal de Touba les a laissés organiser. Bon, donc pourquoi les chrétiens, lorsqu'on doit organiser, pas qu'on nous a interdit de sortir, mais Noël qu'on nous laisse au moins fêter, au moins ça allait honorer le Seigneur. Noël, c'est dans quelques jours. Tous les catholiques rencontrés semblent être prêts à le fêter, mais pour la plupart des familles rencontrées, ce sera dans le respect strict des mesures barrières. RFM. L'actualité internationale. À 12h20, rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. Au Burkina Faso, la majorité présidentielle obtient une avance confortable à l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel a proclamé hier les résultats définitifs des élections législatives du 22 novembre dernier. Le mouvement du peuple pour le progrès du président Roch Marc Christian Kaboré a remporté 56 sièges, suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès, 20 sièges, et du Nouveau Temps pour la démocratie, 13 sièges. Sur 126 partis politiques en lice, seuls 15 ont obtenu des sièges. En Côte d'Ivoire, ouverture ce lundi du dialogue entre gouvernement, opposition et société civile. C'est le Premier ministre qui mène les discussions. Ahmed Bagayoko a invité les adversaires du président Ouattara à discuter. Donc, ces rencontres font suite à la première prise de contact il y a plus d'un mois entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié, qui conteste toujours la réélection du président à un troisième mandat. Il y a une dizaine de jours, le patron du PDCI a annoncé mettre fin à ce dialogue en tête-à-tête en exigeant que tous les opposants devaient y participer. Le dialogue national se tient alors que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikwae, vient d'être évacué en France pour des raisons de santé. Son état de santé donc s'est détérioré alors qu'il était emprisonné à la maison d'arrêt d'Abidjan. Entre le Maroc et Israël, les choses vont très vite depuis la normalisation des relations entre les deux pays. Le 10 décembre dernier, une forte délégation en provenance de l'État hébreu est attendue demain dans le royaume chérifiant. Au menu de cette visite, le renforcement de la coopération bilatérale entre Rabat et Tel Aviv. Khadim Baye. Un vol spécial très attendu ce mardi 22 décembre à Rabat
la capitale du royaume chérifié. Un vol direct depuis l'Israël en destination du Maroc, une première depuis que les deux pays ont normalisé leurs relations. Il sera opéré par la compagnie israélienne El Al et durera 6 heures. À son bord, une délégation conjointe israélienne et américaine. L'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, Jared Kushner, sera de la partie. À côté de lui, il y aura le Conseil israélien de la sécurité nationale, Meir Ben Sahab, ainsi que d'autres hauts responsables des deux pays cités. La visite sera certes symbolique, mais il sera l'occasion pour le pays nord-africain et l'État hébreu de donner le coup d'envoi d'une nouvelle coopération sur le plan économique et diplomatique. Pour rappel, le Maroc et l'Israël ont normalisé leurs relations le 10 décembre dernier suite à un accord négocié par les États-Unis. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Et puis notez que le Maroc a décidé de suspendre depuis hier dimanche ses vols avec le Royaume-Uni. Cela fait suite au dernier développement de la situation épidémiologique consécutive à la découverte d'une nouvelle variante du Covid-19 en Grande-Bretagne. Justement, cette question au sujet du Covid-19, les vaccins sont-ils efficaces contre la nouvelle variante du coronavirus? Le gouvernement allemand rassure. Il a annoncé que les experts de l'Union européenne sont arrivés à la conclusion que les vaccins contre le coronavirus rester efficace face à la nouvelle variante du Covid-19. Selon le ministre allemand de la Santé, la nouvelle souche n'a pas d'impact sur les vaccins qui restent tout aussi efficaces. De nouvelles mesures restrictives en Mauritanie, les prières mortuaires interdites dans les mosquées de la capitale, sauf à la grande mosquée. La Mauritanie a enregistré 140 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès durant les 24 dernières heures. Mohamed Diop. Malgré l'interdiction des rassemblements publics dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les gens continuaient à se rassembler lors des prières mortuaires. Du côté des autorités sanitaires, ces prières mortuaires ont beaucoup contribué à l'éclatement de la deuxième vague de la Covid-19. Le ministère des Affaires islamiques a donc pris la décision d'interdire ces prières mortuaires dans les mosquées de la capitale, sauf la grande appelée Masjid Ibn Abbas, où désormais les décès de la Covid-19 sont regroupés tous les matins pour effectuer une prière mortuaire commune. Et seuls une dizaine de proches des disparus sont permis d'y assister. Cette nouvelle décision vient renforcer une série de mesures visant à contrer le coronavirus, comme le couvre-feu, la fermeture des écoles et la réduction du personnel de l'administration publique. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et c'est la fin de cette page internationale Souleymane. Merci Georges Dessier-Diop, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure avec nos deux invités du jour, nous discuterons de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur extractif. Ceci au lendemain de la publication du rapport de l'ITIE du Sénégal. Nos deux invités, j'ai nommé Abdelaziz Diop, président de la commission communication de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, et Mor Seifal, socio-environnementaliste, spécialiste en RSE, responsabilité sociétale ou sociale d'entreprise. RFM Sport. Rebonjour et bienvenue, Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. L'actualité des sports, c'est d'abord la reprise de la Ligue 1. Les supporters de l'AS Pikine saluent la mesure, mais déplorent le huis clos. Ce sera donc comme ça pour toute cette saison, puisque la décision a été prise par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, en accord avec le ministère des Sports pour un huis clos total. Pikine, d'habitude chaud bouillant lors des rencontres de l'AS Pikine au stade Alassane Djigo, dans la banlieue, les supporters saluent la décision courageuse prise par les autorités fédérales pour reprendre les compétitions de football, mais dénoncent tout de même ce huis clos. L'ambiance, les matchs et les chocs vont manquer aux supporters. Donc, derrière le pourtour de la pelouse du stade Alassane Djigo, Saliou Meng suit tranquillement un match amical opposant l'ASC Zeng à Mberaï.
C'est certainement l'un des derniers matchs que le septuagénaire va assister au stade Alassane Djigo. Au démarrage du championnat de football le 2 janvier prochain, le vieux Saliou sait qu'il ne pourra plus accéder à Alassane Djigo à cause du huis clos. Ça fait très mal même. Parce que nous, on est amateurs. On ne joue pas sur le terrain, mais on joue sur les gradins et consorts. Je suis toujours la petite. Quand il y a match ici, je regarde les 90 minutes. Les supporters vont se plier aux exigences du contexte actuel de pandémie de Covid-19. Dans les gradins des stades, il n'y aura plus de spectacle. Les équipes vont jouer sans leur public. Amadou Ndiaye estime que le huis clos ne profite pas aux clubs qui drainent du monde. Ça sera très difficile pour les clubs populaires surtout. Ils ne sont pas habitués à jouer sans public. Pikine, Niaritali, Linguère de Saint-Louis. C'est le Covid aussi, on fait avec. Ça sera très difficile, surtout financièrement pour certains clubs. Le vieux Saliou Mbaye est aussi du même avis. C'est un handicap aussi pour les joueurs. Ils sont payés suivant les quote-parts et consorts. Il y a des clubs qui ont de l'argent, qui peuvent payer leurs joueurs sans dépendre des quote-parts. Ablaye Ndiaye, lui, voit que les clubs doivent tirer des enseignements de cette crise sanitaire. Pour lui, une réorganisation s'impose dans les écuries de football afin de ne plus dépendre des recettes. Cela permettra à nos clubs de s'organiser davantage, de ne plus être dépendants des billetteries, mais de s'organiser, de recherche de fonds, trouver d'autres moyens pour régler le problème. À la reprise des compétitions, chaque équipe aura droit à une délégation de 30 personnes. Les journalistes seront au nombre de 15. Les officiels de match et les membres de l'organisation aussi seront 15. En tout, c'est moins d'une centaine de personnes qui seront dans les stades de Nongaka Pikine, Radio Futur Média. Le championnat du Sénégal donc va démarrer le 2 janvier prochain sur l'étranger. Nous parlons de cette nouvelle avec l'annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette information? Plus de détails avec Solecham. Ces derniers jours, Mohamed Salah a fait une sortie étonnante où il a ouvert la porte à un départ de Liverpool dans une interview en Espagne pour laisser une brèche au Real Madrid et au FC Barcelone. L'Égyptien peut ainsi avoir créé un malaise alors qu'il a été remplaçant lors du dernier match de Première Ligue contre Crystal Palace. S'il a quand même marqué un doublé, il serait affecté par sa situation en dehors des terrains, comme l'a confié l'un de ses compatriotes, Mohamed Aboutrika. Son ancien coéquipier a avoué que l'attaquant n'était pas heureux à Liverpool dans une interview accordée à beIN Sport. Il affirme, je cite, « J'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n'affecterait jamais sa performance sur le terrain. Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool. Il m'a dit les raisons pour lesquelles il ne l'est pas, mais ce sont des secrets et je ne peux pas en parler en public. À mon avis, Liverpool envisage de le vendre à des fins économiques. » Fin de citation. Des révélations synonymes de tremblement de terre alors qu'un départ de Salah n'était pas envisageable cette dernière semaine. Salah s'était en effet plaint la semaine dernière lors d'une interview du manque de confiance de la part de Jürgen Klopp à son égard. Il s'attendait à être le patron lors de ce match sans enjeu en Ligue des Champions et durant lequel plusieurs cadres ont été absents. Mais le technicien allemand en a décidé autrement. L'honneur de porter le brassard est revenu au jeune Alexander Arnold. La direction des Reds a été mise au courant à propos des états d'âme de son buteur égyptien et plutôt que de le rassurer, il serait prêt à faciliter son départ. Judo pour terminer, Malal, le Sénégal, deuxième nation par équipe lors de la Coupe d'Afrique à Madagascar. C'est donc le résultat final au niveau du classement par équipe. À noter également la satisfaction de ces compétitions, la médaille d'or de Manick Ndiaye chez les plus de 100 kilos qui décroche du coup la qualification aux prochains Jeux Olympiques. L'équipe nationale du Sénégal donc termine deuxième avec cette médaille d'or pour Manick Ndiaye, une médaille en argent par équipe mixte et une autre médaille en bronze pour Monica Sagna. Belle performance des judokas sénégalais à Antananarivo. Merci Malal Diagne Junior. Retour à l'information générale avec cette réunion du Comité national de gestion des épidémies. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, rappelle à la remobilisation du personnel de santé et de l'action sociale. Et pour cela, un dispositif est mis en place avec un mécanisme de management plus soutenu. Vous entendrez Abdoulaye Diouf Sarr dans notre édition en Wolof. La réunion du Comité national de gestion des épidémies, c'était ce matin
au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis, je vous le disais un peu plus tôt, le projet de loi relatif à la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège a été adopté en Conseil des ministres la semaine dernière. Selon des informations obtenues par la RFM, cette modification permettra au président de la République de ne plus passer par l'Assemblée nationale pour décréter l'état d'urgence et l'état de siège dans certaines circonstances. Le texte doit même être examiné par l'Assemblée nationale cette semaine en procédure d'urgence. Il s'agit là d'un véritable recul démocratique selon Seydi Gassama. Le secrétaire exécutif d'Amnesty International appelle les députés à ne pas voter cette modification. Le nouveau projet de loi va installer un régime de confusion de pouvoir tel que défini par la Constitution du Sénégal. Les circonstances d'exception sont aussi prévues par le même texte selon le constitutionnaliste Ngouda Mboup. Dossier ficelé par Anna Rocha. La loi de 1969 était jusque-là obsolète de l'avis de Ngouda Mboup. Elle avait donc besoin d'un petit toilettage selon le constitutionnaliste, mais pas celui qui sera examiné en procédure d'urgence cette semaine. Dans ces modalités d'application, il posait problème, notamment que quand même donc c'est le prolongement de l'article 69 de la Constitution qui fixe le régime constitutionnel ou le statut constitutionnel de l'état d'urgence et de l'état de siège. Par contre, moi j'attendais quand même donc que les réformes donc puissent aller dans un autre sens. S'il s'agit de renforcer le président de la République dans ses prérogatives, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'état d'urgence est décrété par le président de la République comme l'état de siège. Le droit de l'homiste Seydi Gassama parle de véritable recul démocratique, catastrophe naturelle, crise sanitaire ou pas. Un véritable recul démocratique. Nous appelons les députés du Sénégal à ne pas accepter qu'aucune loi soit votée, qui le retire du pouvoir au profit de l'exécutif qui est déjà un exécutif monarchique, qui a pratiquement tous les pouvoirs. Et donc, nous ne voyons aucune raison pour que ces pouvoirs-là soient renforcés. Déjà, l'Assemblée est critiquée par les Sénégalais. Certains considèrent même que c'est une Assemblée totalement inutile. Donc, il n'est pas dans l'intérêt de l'exécutif de réduire le pouvoir de l'Assemblée. Mais encore une fois, nous attendons de voir cette loi qui s'inscrit dans le cadre de la réduction des pouvoirs de l'Assemblée, à augmenter les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République. Bien entendu, nous nous opposerons à cette loi-là et nous appellerons les députés à voter contre. Et pourtant, ces deux régimes d'exception sont déjà pris en charge dans la Constitution du Sénégal. Question à Ngouda Mboup, faut-il donc réformer l'article 58 de la Constitution? Cette loi ne peut pas violer la Constitution, c'est impossible, parce que en réalité, une loi donc ordinaire ne peut pas donc contrevenir à la Constitution. Et donc, forcément, s'il faut changer, donc tout ça, il va falloir forcément donc toucher à l'article 69. L'état d'urgence, c'est un régime d'exception et non pas un régime d'exceptionnel. Cela dit tout simplement, c'est quelque chose qui est temporaire. Et je pense que tout simplement qu'en réalité, la cohérence de l'ordre constitutionnel voudrait que l'Assemblée nationale garde ses prérogatives. Si ce projet de loi passe, ce serait une véritable violation des droits humains, selon les deux experts. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 21 décembre 2020, lui, est commentée par Georges Détidjop. Famara Ibrahima Sagna sort du bois et fait le point du dialogue national. Le Soleil publie dans sa livraison du jour le rapport d'activité du président du comité de pilotage du dialogue national. Un rapport que Famara Ibrahima Sagna a adressé au président de la République le 31 juillet dernier avant la cessation d'activité de son équipe de collaborateurs à la même date. Toutes les commissions sont passées en revue et un rapport financier établi. Document à lire aux pages 2, 3 et 4 du quotidien national Le Soleil. Le dialogue national et la stratégie du président de la République, Sud Quotidien affirme que la main tendue du chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême en 2012 a bien fini de susciter interrogations et suspicions chez bien d'acteurs de la scène politique. Pour cause, souligne le journal, la conséquence des divers temps du dialogue national lancé par Macky Sall depuis lors semble plus favoriser le maître du jeu que les autres parties prenantes. L'épidémie de coronavirus, la situation est inquiétante et tous les journaux quasiment tirent à la sonnette. Le Sénégal a enregistré 8 décès en seulement 24 heures. Les Échos parlent d'une véritable catastrophe qui s'annonce dans le pays. Le journal qui fait le point de la maladie. 1093 cas
et 24 décès en seulement 10 jours. Les Échos indiquent que le docteur Abdoulaye Bousso confirme que la deuxième vague est bien là et alerte. L'Observateur renchérit que l'État est sur le qui-vive. Le journal informe que face à la montée de la seconde vague, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a convoqué une réunion d'urgence avec tous les chefs de structures intervenant dans la lutte contre le coronavirus ce matin. La situation est d'autant inquiétante que l'on fait état d'une nouvelle souche du virus. À ce propos, le directeur de la prévention au ministère de la Santé confie dans Source A qu'ils attendent d'avoir des informations les plus approfondies avant de pouvoir se prononcer sur cette nouvelle souche. Le docteur Mamoudou Ndiaye ajoute que les laboratoires sont en alerte et sont en train d'étudier la question. C'est après cela qu'on pourra avoir les éléments nécessaires pour en parler. Qu'en est-il du vaccin? Tribune affirme que le Sénégal refuse d'être un cobaye. Tribune se fait ainsi l'écho des propos du directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Abdoulaye Bousso, qui précise par ailleurs qu'il n'y a pas d'autres alternatives que le vaccin pour espérer définitivement gagner la guerre contre le virus. Et puis, parlons des dernières mesures prises par le ministre de l'Intérieur pour freiner la propagation du virus. Là, se souligne qu'elles font toujours débat, surtout chez beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas encore à digérer l'interdiction des rassemblements en cette veille de Noël, alors que l'État avait fermé les yeux lors du Magal de Touba. Las, pour qui l'État est dans un dilemme cornélien, se pose la question de savoir s'il va lâcher du lest ou s'il va foncer au risque d'être accusé de parti pris en faveur des confréries. Retour dans l'Observateur, le journal fait savoir que la faim guette le Sénégal. Dans un entretien accordé à mon confrère, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire confie que sur les 45 départements analysés, 15 sont en phase sous pression et 1 en crise. Salemata, Birkilan, Louga, Kumpentum, Velingara, Ranérou, Saraya et Canel au bord du gouffre. 516 562 personnes en insécurité alimentaire, dont 92 150 à Matam. Interview à lire à la page 6 du quotidien L'Observateur. Ça fait parler dans les journaux. L'explosion d'un puits de gaz samedi à Gadiaga dans la commune de Noto-Gouidiama. Vox Populi informe que faute d'équipement, le feu peine à être contrôlé par les unités d'intervention. Ce que confirme le quotidien. Selon mon confrère, le pays est sans moyens ni ressources pour maîtriser l'incendie. Des spécialistes étrangers en appoint. Vox Populi renseigne d'ailleurs que le ministre de l'Énergie espère une aide de l'entreprise américaine Halliburton. Alors, quel est le bilan du drame de Gadiaga? Enquête fait état d'un blessé grave et de machines consumées. Un bilan provisoire. Selon le journal, les pipelines ceinturent le village et les habitants redoutent le pire. À vos kiosques et bonne lecture.